Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. C'est la chasse à l'homme à New York au lendemain de la fusillade qui jusqu'ici a fait quelques 23 blessés dans le métro new-yorkais. Ce qui relance le débat sur la sécurité mais aussi le port d'armes aux États-Unis alors que la police semble jusqu'ici exclure tout motif terroriste. Pour en parler, nous avons en direct avec nous depuis Washington Calvin Dark. Il est analyste politique américain. Bonjour Calvin Dark. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on en sait de cet acte qui s'est produit hier à une heure de pleine affluence dans le métro new-yorkais? Oui, en ce moment, après cette tragédie d'hier, on cherche l'homme, le suspect selon la police, qui a commis cet acte, mais c'est pas encore sûr. Et aussi, il y a la ville de New York qui se réveille ce matin. Et il y a beaucoup de gens, des milliers de gens qui probablement vont pas prendre le métro ou pas ici à Washington aussi, les autres grandes villes, parce que bien que ça soit pas un acte de terrorisme comme on dit, c'était un acte de terrorisme parce que c'est effrayant. Et alors, je crois que ce matin, chez les Américains, on va vraiment penser de la sécurité publique ici à Washington, ici à New York aussi, pendant la chasse pour le suspect. Donc, comme je le disais, une chasse à l'homme qui est en cours. La police et les différents services de sécurité sont mobilisés pour retrouver l'auteur. Justement, cet auteur, qu'est-ce qu'on en sait de lui? Selon la police, il est un homme noir américain, je crois, à la soixantaine. Il avait mis sur ses réseaux sociaux des plaintes contre tout le monde, contre le maire de New York, mais aussi il y avait des arguments contre les Blancs pour la Russie, contre les femmes noires. Il y avait un post sur ça. Alors, si cet homme, Frank James, est vraiment l'auteur de cette tragédie, il semble qu'il y avait des problèmes mentaux. Peut-être, j'ai vu qu'ils ont parlé avec ses voisins et ils ont dit qu'il avait un l'air un peu étrange, mais ils ont dit aussi qu'à son âge, et il n'était pas quelqu'un qui peut entrer dans un métro pour faire ce que l'homme a fait hier et sortir sans être attrapé par la police. Alors, on ne sait pas. Et même la police dit que peut-être c'est pas lui l'auteur, mais il a des liens. Alors, c'est toujours investigation. Donc, des investigations sont toujours en cours. Alors, il y a quand même un fait assez, si j'ose dire, assez miraculeux, c'est de savoir que malgré qu'il ait lancé des grenades et tiré sur ces cibles, on ne déplore aucun décès, fort heureusement. Alors, comment expliquez-vous cela quand même, Calvin Dark? Grâce à Dieu, c'est la seule chose que je peux dire. Mais je crois que aussi, parce qu'on ne sait pas exactement le but de cet auteur pour cette tragédie, je ne sais pas s'il voulait juste s'aimer la peur, je ne sais pas. Mais aussi, il y avait un peu de scandale parce que les caméras, les appareils pour vraiment tracer ces gens dans le métro, ils ne fonctionnaient pas. Alors ça, c'était un problème avant avec les autres attentats pas à ce niveau. Et maintenant, on pense que pourquoi j'ai vu qu'il y a presque la moitié de ces appareils ne fonctionnaient pas. Alors, il y a beaucoup de questions sur ce qu'ils voulaient faire. Qu'est-ce qui sont les mesures de sécurité dans le métro qui n'a pas empêché cet auteur de faire ses actes? Et qu'est-ce que c'est vraiment son but? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Beaucoup de questions donc qui restent en suspens et que les services sécuritaires essaient d'élucider. Alors cela dit,
ce n'est ni le premier acte de ce genre à New York et certainement ça risque de ne pas être le dernier. Depuis le début de l'année, on parle de centaines de fusillades dans tout New York. Comment expliquez-vous cela en fait? Le fait que on a l'impression que ce que l'on voit dans les films est une réalité dans certaines villes américaines. Oui, parce qu'il y a une vague de crimes et c'est pas juste à New York, c'est à Washington et dans les autres grandes villes des États-Unis pendant la pandémie et c'est toujours en hausse et on ne sait exactement pourquoi, mais une dynamique qui est un peu intéressante, c'est qu'à partir de janvier de cette année, le nouveau maire Eric Adams de New York, il était l'ancien policier. Alors, pendant les élections, la solution pour cette augmentation de crimes, c'était la priorité de sa campagne. Et lui, parce que je crois qu'il a COVID, c'est pour ça qu'il n'était pas pendant la point de presse hier, mais sur les médias sociaux, il parlait de ses plans, à ce qu'il va faire. On avait peur en janvier, par exemple, qu'il allait être trop dur contre surtout les noirs et bruns, les minorités, parce que c'est toujours ces stéréotypes quand il s'agit de crimes aux États-Unis, surtout à New York. Mais maintenant, cet auteur présumé, il a eu des choses sur ses réseaux sociaux qu'il n'était pas d'accord avec les présumée solution de Eric Adams. Alors, on a un maire qui est ancien policier avec la priorité de lutter contre le crime et c'est quoi, avril, et c'est pire. Alors ça, c'est vraiment une dynamique et c'est pas juste à New York, c'est à Washington, D.C. aussi. Donc plusieurs villes américaines qui connaissent ces phénomènes de violence. Alors, il y a aussi une question qui se pose. Comment expliquez-vous ce phénomène? Est-ce une sorte de contestation, d'expression d'une certaine catégorie de gens exclus du système, ou plutôt est-ce une sorte d'exclusion sociale qui pousse ces groupes à le faire, ou comme on l'a vu du temps de Trump, est-ce des groupes qui se revendiquent appartenir à une certaine idéologie? Je ne crois pas que c'est vraiment une idéologie, mais c'est au cœur, c'est l'économie. Parce qu'on sait quand il y a des problèmes économiques, surtout après la pandémie, et on est toujours dans la pandémie, mais c'est beaucoup mieux que l'année dernière, par exemple, il y a toujours ce facteur d'exclusion. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui pouvaient travailler à la maison, ils pouvaient gagner leur vie pendant la pandémie, mais il y avait des gens qui ne pouvaient pas. Alors, ils sont exclus du système économique. Il n'y a pas beaucoup de soutien pour ces gens-là. Et on recommence un peu ici aux États-Unis de rentrer au bureau, au lieu de travail, mais ces gens-là, il n'y a pas de soutien pour eux, pour vraiment trouver une solution pour leurs soucis économiques. Et je crois que ça, c'est une chose. Et l'autre, c'est la frustration. Il y a la frustration politique ici. Nous avons des élections cette année de mi-mandat. Et je ne dis pas que ça, c'est la cause des problèmes, mais il y a des frustrations parce que nous avons deux idéologies très différentes ici aux États-Unis pour l'avenir de notre pays. Et maintenant, dans les rues, à la télé, pendant les campagnes, il y a un débat. Et je crois que la frustration, que tout ça contribue à cette hausse de crime qu'on a vu et qu'on vit maintenant. Alors, Calvin Dark, il y a aussi un autre débat que tout ceci relance, c'est le port des armes aux États-Unis. À chaque fusillade, notamment au niveau des établissements scolaires, ce débat est relancé. Où est-ce qu'on en est justement par rapport au port des armes aux États-Unis? Ça, c'est vraiment la question idéologique parce que, bon,
il y a toujours un débat sur la porte d'armes ici aux États-Unis, mais ça ne va pas changer parce qu'il n'y a pas vraiment une zone de compromis ici aux États-Unis quand il s'agit de la porte des armes. Et maintenant, vous avez quelques États plutôt dans le sud où il est très facile d'acheter un arme, par exemple, de porter un arme dans le supermarché. Il y a des autres villes comme à New York et en Californie, où il y a beaucoup de règles, mais même dans ces États, c'est pas difficile de trouver une arme et c'est pas difficile de cacher une arme sur le métro ou dans une école, par exemple. Alors, ça, c'est vraiment un débat ici et c'est intéressant parce que la semaine dernière, Joe Biden, il a donné un discours sur la lutte contre la porte d'armes ghost, c'est-à-dire de fantasmes, c'est-à-dire les armes qui n'ont pas le propriétaire ne s'est pas connu pour ces armes. Alors, c'est impossible de tracer exactement qui a commis une crime ou quelque chose avec ces armes. Même ça, c'est un scandale ici. Il y a des gens qui disent que c'est un effort de retirer toutes les armes des foyers aux États-Unis. Et ça c'est pas vraiment le but de Joe Biden, mais il y a toujours ce débat et je crois que ça va pas changer bientôt. Mhm. On se rappelle en 2012, 2012-2013, lors d'une fusillade, donc je pense à Atlanta, Obama s'était engagé, en tout cas voulait réglementer, mais le lobby disait que, je me rappelle, à cette époque, le président du lobby donc de l'industrie des armes disait que la seule manière d'arrêter une arme, c'est donc les armes. Alors, cela dit, sur le plan politique, vous avez cité là quelques actions que le président peut-être pense ou entend poser, mais concrètement, pensez-vous qu'il est possible, que ce soit au niveau fédéral et aussi au niveau des États, de faire quelque chose pour limiter cette dispersion ou circulation des armes dans la société américaine? La vraie réponse, c'est non. Et je dis pourquoi. Il y a cette industrie d'armes, le lobbying, et c'est fort, mais ça, c'est pas la raison pour ce blocage, pour changer les lois. C'est parce qu'il y a ici vraiment cet attachement des armes. Parce que, par exemple, on parle ici de la liberté d'expression, liberté de la presse, mais on dit aussi parce que c'est le Second Amendment, c'est juste après liberté de la presse et de l'expression, c'est de porter une arme. Et il y a beaucoup de gens, surtout je suis de Caroline du Nord, où ce sentiment est très fort. Alors, il y a l'influence de l'industrie, il y a des compagnies qui veulent maintenir le status quo quand il s'agit des armes, mais il y a aussi cet esprit des gens parce qu'ils disent qu'ils veulent se protéger. Et maintenant, avec cette hausse de crime, ils ont raison de dire, OK, maintenant, c'est pas le moment de retirer des armes des gens. Alors, c'est complètement un problème qui n'a pas une solution par exemple, cette année pour les élections. Et je crois pour les démocrates ni les républicains, ils n'ont pas une solution pour satisfaire tous les Américains dans tous les États, ceux qui aiment leurs armes et ceux qui veulent changer les lois. Mhm. Alors, la société américaine rappelle un peu celle d'Afrique du Sud, là où aussi le port d'armes est autorisé. Alors, est-ce qu'on peut comparer? Parce que pour des raisons quand même raciales, on voit que le port d'armes en Afrique du Sud est très loin d'être prohibé. Est-ce qu'aux États-Unis aussi, c'est pour ces raisons raciales-là, en raison des différences sociales, est-ce que cela a des fondements qui touchent à cette question-là? Oui, parce que je veux dire une chose. Quand il y a, par exemple, un incident avec une arme, et si le porteur est un homme noir, on n'entend pas beaucoup cet argument de vraiment protéger la liberté de porter une arme. Mais si c'est pas un homme noir, un brun, mais si c'est un homme blanc, on parle de, ah oui, c'est son droit, c'est pour protéger sa famille. Alors, il y a cette distinction, mais même avec ça, ils vont pas changer la loi. Et je dis le Congrès, parce que même chez les démocrates, il y a des démocrates qui viennent des États où
même de dire toucher les lois quand il s'agit des armes, c'est interdit. Alors, il y a un facteur racial, mais ça ne va pas changer le cadre juridique, c'est-à-dire pour les lois quand il s'agit des armes. Donc, un cadre juridique qui risque encore de perdurer. Alors, peut-être une dernière question, Calvin Dark. C'est justement par rapport au business des armes, à l'industrie des armes. Comment se porte cette industrie actuellement aux États-Unis? Bon, il y a surtout pendant la pandémie parce que les gens, ils avaient peur, parce que les gens, nous étions à la maison pendant 2 ans. Alors, les compagnies des armes, ils ont beaucoup de profit. Ils ont vendu beaucoup d'armes. Ils sont complicites dans les ghost guns, c'est-à-dire les armes qui n'ont pas, qui ne sont pas attachées à un propriétaire pour vraiment, par exemple, ce qui s'est passé à New York, de trouver qui a commis ces crimes. Alors pour eux, c'est leur moment de vraiment nourrir les rues et nos voisinages avec ces armes, et ça ne va pas changer, mais ils sont complicites, je dis. Et j'espère qu'on peut trouver une solution, surtout parce que on ne peut pas vivre sans la sécurité, même s'il y a des problèmes économiques, même si moi, je ne me sens sûr chez moi, il n'y a pas de vie, c'est-à-dire. Sans sécurité, pas de vie. Merci à vous, Calvin Dark. Je rappelle que vous êtes donc analyste politique américain. Vous étiez en direct avec nous depuis Washington, où donc le jour se lève timidement. Merci et bonne journée à vous. Ou bon réveil plutôt. Ok, merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.